Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, 2 généraux congolais visés par des sanctions américaines. Les États-Unis ont décidé de geler les avoirs de Gabriel Amisi-Kumba et John Numbi Banza Tambo. Ils sont accusés de violences et d'abus commis en République démocratique du Congo. Le gouvernement de Bujumbura dénonce le dernier rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi. Dans ce rapport, l'ONU fait état de violences commises par les agents de l'État, mais aussi d'un risque de génocide. Et le Cameroun veut limiter les malversations dans le système foncier. Pour cela, il a été décidé de la numérisation de 120 000 titres fonciers, ainsi que l'informatisation de toutes les procédures d'ici 2017. Les autorités américaines ont donc décidé de sanctionner 2 généraux congolais, John Numbi Banza Tambo, ancien inspecteur général de la police nationale, et Gabriel Amisi-Kumba, chef de la zone de défense nationale, sont accusés de violences en République démocratique du Congo. Les États-Unis ont réagi en gelant leurs avoirs. Corinne Candem. Officiers supérieurs congolais sanctionnés par le Trésor américain. Le bureau du département du Trésor américain de contrôle des avoirs étrangers a annoncé dans un communiqué ce mercredi 28 septembre l'application de sanctions financières sur les avoirs du général Gabriel Amisi-Kumba, chef de la zone de défense nationale, et de John Numbi Banza Tambo, ancien inspecteur général de la police nationale en République démocratique du Congo. Ces derniers sont désormais sur la liste des Specially Designated Nationals, une liste des personnalités dont les avoirs et biens sont gelés aux États-Unis. Ces responsables actuels et anciens du gouvernement de la République démocratique du Congo se sont engagés dans des actions qui ont sapé le processus démocratique en République démocratique du Congo et réprimé les libertés et droits politiques du peuple congolais, risquant de répandre l'instabilité dans le pays et plus largement dans la région des Grands Lacs. John Numbi Banza Tambo est accusé de s'être engagé dans des actions qui affectent le processus démocratique et les institutions en République démocratique du Congo. De son côté, Gabriel Amisi-Kumba est accusé d'avoir été à la tête d'un groupe armé qui a mené une répression violente des manifestations politiques dans le pays. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis seront gelés et il est interdit à tout ressortissant américain de réaliser des transactions avec eux. Ces sanctions tombent à point nommé. Les États-Unis ont fait un pas. Et nous demandons à l'Union européenne, nous demandons à la France, à tous les États membres du Conseil de sécurité d'emboîter les pas et d'élargir ces sanctions aux autres personnes qui sont d'ailleurs, qui jouent un rôle plus majeur que ces généraux. Parce que ces généraux reçoivent des ordres des politiques. Nous demandons aux États-Unis aujourd'hui de cibler aussi les politiques, de cibler aussi M. Kabila lui-même, parce que tout ce qui arrive dans ces pays, c'est à cause de lui, parce qu'il n'a pas voulu organiser des élections. Une décision qui fait écho à celle prise en juin 2016 par le département du Trésor américain à l'encontre de Célestin Kanyama, alors chef de la police de Kinshasa. Une expression de l'engagement du gouvernement américain à décourager tout comportement qui porterait atteinte à la stabilité de la République démocratique du Congo. Au Burundi, les autorités continuent de dénoncer le dernier rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme dans le pays. Dans ce rapport dévoilé le 20 septembre, il est fait état de violations commises par des agents de l'État, mais aussi d'un risque de génocide, des accusations que réfute le gouvernement de Bujumbura. Meina Bokassa. Les autorités burundaises s'insurgent contre le rapport de l'ONU. Publié le 20 septembre 2016, ce rapport accuse le gouvernement d'être responsable de possibles crimes contre l'humanité. Crimes commis entre le 15 avril 2015 et le 30 juin 2016 et qui met en garde contre un risque de génocide. Ils ont pris ce qui ont été racontés par des gens et ils n'ont pas tenu en considération les propositions ou les faits que le gouvernement leur a transmis. C'est un rapport tendancieux et un rapport qui a quitté l'aspect droit de l'homme, mais qui a un volet politique. Dans ce rapport d'une centaine de pages, plusieurs violations des droits de l'homme sont évoquées. Il s'agit notamment de tortures, des exécutions, des disparitions forcées ou encore des violences sexuelles. Un rapport accablant pour le gouvernement. Les enquêteurs vont jusqu'à évoquer un risque de génocide dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Depuis pratiquement plus d'une année, je pense que personne ne peut remettre en cause des vérités aussi criantes, comme quoi il y a des centaines de Burundais qui ont perdu leur vie
dans des conditions extrajudiciaires et bien avérées aujourd'hui. Depuis la publication de ce rapport de l'ONU, plusieurs manifestations sont organisées à la capitale. Objectif, dénoncer un rapport biaisé selon le gouvernement. Notons que le Burundi traverse une crise sociopolitique depuis avril 2015, lorsque le président Pierre Nkurunziza a décidé de briguer un nouveau mandat présidentiel. Dans l'actualité également, accord historique de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Les États membres de l'OPEP se sont mis d'accord ce mercredi pour limiter leur production. Il s'agira d'une baisse journalière de 700 000 barils, soit la plus forte réduction depuis 2008. Les pays exportateurs espèrent ainsi relever le cours du pétrole, affaibli depuis plusieurs mois par une offre excédentaire. Au Cameroun, le gouvernement veut sécuriser le système foncier domanial. Pour cela, il a été décidé de la numérisation de 120 000 titres fonciers, et ce d'ici fin 2017. L'objectif est de limiter les effets de la corruption et des malversations. À terme, l'informatisation de tous les services et procédures est prévue. Idolette Mirabal-Bissou. Au Cameroun, le gouvernement veut mettre fin aux malversations dans le système foncier et domanial. Pour ce faire, les autorités ont annoncé l'informatisation du système. D'ici fin 2017, le Cameroun prévoit de numériser 120 000 titres fonciers et créer une base de données de 240 000 parcelles de terrain dans les villes de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua. La numérisation, c'est la traçabilité des opérations. Dans le contexte camerounais, il y a énormément de corruption dans le processus de matriculation foncière. Le gouvernement se saisit de ce dossier parce qu'il faut qu'une réponse soit apportée. La réponse, elle est administrative, mais l'impact est économique. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs ont besoin de terres disponibles. Et les populations qui sont parfois installées sur des terres ont besoin soit de les immatriculer, soit de les céder à des investisseurs contre des rétributions afin, elles aussi, d'en tirer un certain profit. Les responsables du ministère des Domaines et des Affaires foncières rassurent que les documents existants ainsi que les archives vont être scannés et numérisés. L'objectif de ce projet est de limiter la corruption et les malversations enregistrées dans le système foncier et domanial au Cameroun, notamment les doublons au niveau des titres fonciers et des doubles ventes de terrain. S'il y avait eu cette numérisation depuis longtemps, il y a beaucoup de litiges fonciers qui n'auraient pas cours. Parce que la plupart des litiges fonciers qui ont cours au Cameroun sont dus au fait qu'une même parcelle de terrain est vendue à plusieurs acquéreurs. Cela n'est possible que parce qu'il n'y a pas un moyen de vérification des hypothèques qui sont sur une parcelle de terrain. Vous ne pouvez vérifier que de façon manuelle en allant au cadastre ici, en allant dans une chefferie là-bas, etc. De nombreux scandales d'indemnisation liés aux expropriations pour cause d'utilité publique dans la ville portuaire de Kribi ont été cités dans la presse locale. La numérisation ne se limitera pas seulement aux titres fonciers. Le projet vise aussi l'informatisation de tous les services et procédures qui touchent à la terre, aux biens et à la protection des personnes. Au Bénin, les nouvelles technologies de l'information sont de plus en plus utilisées au sein des universités. Les établissements misent sur ce nouveau cadre technologique pour améliorer la qualité de l'enseignement. C'est le cas notamment à l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiangema Basogo, où chaque étudiant bénéficie désormais d'un ordinateur personnel. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Birama Saonera. Au Bénin, les universités renforcent l'introduction des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans la formation des étudiants. C'est dans cette optique que s'inscrit l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiangema Basogo, en dotant chaque étudiant d'un ordinateur. Pour aider les étudiants à profiter pleinement de ces ordinateurs, les universités créent un cadre technologique favorisant l'accès à l'Internet haut débit. Beaucoup d'Africains désirent accéder à la formation supérieure, mais par faute de moyens, ils n'arrivent pas à accéder à cette formation supérieure. Et ceci nous a amené par le biais de nos partenaires, en particulier l'Ordre africain des grandes écoles et universités, pour définir un concept de type nouveau, où tout Africain, qui soit démuni, pauvre, ou rien qui ne dispose de rien, peut toutefois accéder à ces formations. Et c'est ainsi que nous avions octroyé 100 000 bourses aux Africains. À l'instar de plusieurs universités privées du pays,
L'UPI-ONM vise, à travers cette initiative, à accorder aux étudiants l'accès équitable aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle a instauré, dans ces cadres, une plateforme de e-learning dotée de la fibre optique pour favoriser l'accès aux formations extérieures. Un étudiant qui s'inscrit dans une université doit avoir nécessairement son ordinateur. Et nous devons apprendre à partir de maintenant, si nous avions décidé d'une alternance de formation, faire autrement par rapport au gouvernement de nos pays, ça veut dire que nous devons apporter un plus. Et c'est un plus que nous sommes en train d'apporter. Aujourd'hui, l'introduction des TIC dans les universités se révèle cruciale, d'autant que ces centres de formation délocalisent les formations occidentales. L'UPI-ONM a acquis l'ingénierie pédagogique d'universités occidentales en accueillant 16 diplômes délocalisés de licence et master de l'Université catholique de Lille de 2002 à 2012. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.